Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une dès ce 20h. La Banque mondiale réaffirme son engagement à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers la mobilisation de ressources financières plus importantes. Le Premier ministre Patrick Achi a eu une séance de travail ce 14 avril avec des instances de l'institution financière internationale. Eugène Aka Awele, nouveau président du Conseil économique, environnemental et culturel, a pris officiellement fonction aujourd'hui. L'ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique promet de poursuivre l'œuvre entamée par ses prédécesseurs. Il succède à Charles Dibi Kofi, décédé en décembre 2019. Le dossier politique de ce 20h nous mènera au cœur du Sénat. L'institution basée à Yamoussoukro a fait sa rentrée solennelle mardi dernier. C'est la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Elle a été créée en 2018. Mais qu'en est-il de ses missions? Quel est son rôle? Que retenir de l'action du Sénat depuis sa mise en place? Élément de réponse tout à l'heure. Le président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu mardi, a été inhumé aujourd'hui. Le guide suprême de la communauté musulmane repose à jamais au cimetière de Williamsville. Il a été porté en terre dans la stricte intimité familiale ce jeudi après la prière de 13h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par ces images de l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État ivoirien est arrivé ce jeudi 15 avril dans la capitale congolaise en provenance de la France. Il a été accueilli par le Premier ministre congolais Clément Mwamba. Le président Ouattara va prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu Denis Sassou Nguesso. Il a été réélu le 23 mars dernier avec plus de 88% des suffrages pour un autre mandat de 5 ans. Les relations sont aussi très bonnes entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. L'institution financière internationale réaffirme son engagement à contribuer au développement de notre pays à travers la mobilisation de ressources financières plus importantes. Le Premier ministre Patrick Achi a eu une séance de travail ce 14 avril, c'était hier, avec des instances de l'institution, nous rapporte Cheikh Kone. C'est par l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, filiale du groupe de la Banque mondiale, que débute la première séance de travail présidée par le Premier ministre Patrick Achi. Une première depuis sa nomination, a indiqué le chef du gouvernement. Au cours des échanges, les deux équipes ont évoqué la parfaite coopération entre l'institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le niveau des investissements directs étrangers à destination de la Côte d'Ivoire a été également au cœur des échanges. La seconde séance de travail s'est plus attardée sur la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale. Achi Patrick a exprimé au vice-président de l'institution mondiale, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, le besoin d'affiner ce portefeuille. En retour, la banque se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique. Nous avons eu le plaisir d'entendre Monsieur le Premier ministre présenter la vision 2030 qu'il a pour la Côte d'Ivoire, qui représente la vision de son Excellence Monsieur le Président et du gouvernement. Nous avons confirmé l'engagement du groupe de la Banque mondiale, non seulement de la banque, mais aussi de la SFI et de la MIGA, à participer et à contribuer à la réalisation de cette vision qui vise à doubler le PIB par habitant en Côte d'Ivoire d'ici 2030 et assurer une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour la revue du portefeuille de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale, le chef du gouvernement a annoncé dans les prochains jours la tenue d'un séminaire gouvernemental pour définir les programmes et projets du gouvernement dans les prochaines années. Eugène Aka Awele, nouveau président du Conseil économique, environnemental et culturel, a pris officiellement fonction ce jeudi 15 avril. L'ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique promet de poursuivre l'œuvre entamée par ses prédécesseurs. Il succède à Charles Dibi Kofi, décédé, vous vous souvenez, en décembre 2019. Le reportage de Sidonie Davila. Plutôt qu'une passation de charges, c'est une remise de service qui a eu lieu au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Devant un parterre de personnalités, toutes témoins des faits, le secrétaire général de la présidence, Abdraman Sissé, a procédé à la remise de service. La nomination de ce haut cadre, en qualité de président de notre Assemblée constitutive, est aussi la reconnaissance du mérite d'un homme d'État, d'un serviteur dévoué à la nation, qui aura su relever nombre de défis, notamment la grave crise sanitaire de la Covid-19.
Une cérémonie à caractère particulier quand on sait que le prédécesseur du nouveau président n'est plus de ce monde. Charles Kofi Dibi, décédé en décembre 2019, l'ex-ministre de la Santé prend désormais les rênes de cette institution. En rendant hommage à son prédécesseur, Eugène Akawele, qui mesure les attentes et les défis de sa nouvelle mission, promet une continuité et une consolidation des acquis. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara. J'entends, au regard de l'excellent travail déjà entamé, renforcer toutes les activités relatives à la continuité de l'action institutionnelle, relatives à la consolidation de la coopération internationale, ainsi qu'à la mutation que le Conseil économique, social, environnemental et culturel devra faire pour se rapprocher de nos populations. Soyez donc assurés, chers collègues, de ma ferme volonté de créer les conditions permettant de développer avec vous et par vous les articulations de notre vision pour notre institution. Après 15 mois sans président, le CESEC reprend ses activités à la grande joie de ses membres. Le discours du président, c'est un discours qui autorise tous les espoirs. Donc nous attendons très rapidement, dans les prochains jours, à commencer à reprendre effectivement nos travaux. Nous allons continuer l'œuvre que le président Charles Kofi Dibi a entamée pour accompagner le nouveau président dans la mission que lui a confiée Monsieur le Président de la République. Pour sa prise de fonction officielle, le tout nouveau président du CESEC, Eugène Akawele, a eu droit aux honneurs militaires rendus par 2 clairons de la garde républicaine. Le dossier politique de ce 20h nous mène au cœur d'une autre institution. Il s'agit du Sénat. L'institution basée à Yamoussoukro a fait sa rentrée solennelle mardi dernier. C'est la 2e chambre du Parlement ivoirien. Elle a été créée en 2018. Mais que faut-il savoir au juste sur ses missions, attributions? Quel est son rôle? Que retenir de l'action du Sénat depuis sa mise en place? Autant de questions à élucider. Et bien suivons ensemble ce dossier politique de Mahama Traoré. 12 avril 2018, le Sénat ivoirien fait sa première rentrée solennelle. À peine née, la 2e chambre du Parlement doit déjà faire face aux critiques d'une frange d'Ivoiriens qui doutent de son importance dans le paysage institutionnel. Le chef de l'État en personne est le premier à défendre l'institution dont la création a été consacrée par la Constitution de la 3e République du 8 novembre 2016. L'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement destinée notamment à assurer une plus grande rigueur dans le travail parlementaire et une efficacité accrue par la possibilité d'une lecture différenciée des projets de loi. Jeannot Oussoukwadio et ses pairs sénateurs vont alors se mettre à la tâche pour convaincre les sceptiques. Fonctionnel depuis 2019, le Sénat exerce les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, à savoir le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. En outre, selon l'article 87 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors du pays. De 2018 à maintenant, 3 années d'engagement, de labeur et d'expérience inédits. En tout état de cause, notre détermination et notre foi sont restées inextinguibles. Aujourd'hui, les résultats sont là, palpables, visibles et concrets. Le bicamérisme s'est incrusté dans la pratique institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Le Sénat ayant pris toute sa place dans l'écosystème institutionnel de notre pays, tel que prévu par notre loi fondamentale. La plupart des systèmes politiques aujourd'hui sont des systèmes qui ont un Parlement bicaméral. Et si le Sénat n'avait pas d'importance, je pense que des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme les États-Unis ou partout ailleurs auraient déjà supprimé cette institution. Conformément au principe de la navette parlementaire voulu par le système bicaméral, le Sénat examine les textes de loi avant ou après l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'une vingtaine de projets de loi a été soumis aux sénateurs en 2019 et une 60aine en 2020. Dans bien des cas, le regard des élus de la Chambre haute du Parlement a abouti à des amendements.
La loi sur la chefferie, nous avons la durée du mandat. Nous avons fait des amendements de ce côté. Et puis, il y a une loi sur les nouvelles technologies où celui qui ne payait pas son impôt était soumis à une peine de prison. Nous avons trouvé que c'était trop lourd et qu'il fallait, à la place de la peine de prison, augmenter, par exemple, le montant de la peine à payer. Il fallait ajuster les relations entre le ministre de la Sécurité et les différents secteurs de la sécurité. Et sur ces lois, nous avons apporté les modifications nécessaires pour permettre au ministre de pouvoir gérer son département. Lorsque nous avons reçu le budget, nous, en tant que représentation des collectivités territoriales, en tant que représentants des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons demandé certains ajustements sur les budgets alloués aux collectivités territoriales, sur aussi les budgets qui ont été mis à la disposition des ministères concernés par les Ivoiriens de l'étranger. Nous avons reçu un projet de loi sur l'INS. Les critiques que nous avons formulées et les amendements que nous avons proposés ont fait l'objet de l'adhésion de toute la commission qui a examiné le texte. Au Sénat, le RHDP détient la majorité avec 76 sièges sur les 99 que compte l'institution. Vient le PDCI avec 17 sièges. Les 2 derniers sièges sont détenus par des sénateurs non apparentés. Malgré cette configuration, les élus PDCI font tout de même entendre leur voix lors des débats en commission ou en plénière. La loi sur le foncier, le PDCI s'est prononcé carrément contre. Mais donc nous faisons une opposition responsable. Nous participons activement. Nous ne sommes pas dans un esprit de blocage. Nous venons dans un esprit constructif, participer à la vie de notre jeune institution qui est le Sénat, mais surtout défendre les populations ivoiriennes. En 2020, en plus du vote des lois, le Sénat a multiplié les séances d'information parlementaire à l'effet de comprendre la gestion de la pandémie de la Covid-19 par le gouvernement. Une démarche conforme à sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Pour l'exercice 2021 qui vient de s'ouvrir, les défis sont nombreux. Nous préparons actuellement le forum des Ivoiriens établis hors Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de réfléchir sur comment il faut le faire, s'il faut le faire en visioconférence ou s'il faut le faire en conférence éclatée. 3 ans après la mise en place du Sénat, que retenir de son rôle dans le processus démocratique ivoirien? Pour qu'une loi soit bien faite, il faut plusieurs regards sur cette loi. Donc, en plus du regard de la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, il serait bien d'avoir aussi un regard de la Chambre haute du Parlement qui représente en réalité les collectivités territoriales. Donc, le fait de croiser les regards sur une loi contribue effectivement à l'amélioration de cette loi. La fréquentation de cette institution m'a permis de me rendre compte que les débats étaient largement apaisés, sans position partisane, et c'est l'intérêt de la nation qui a toujours été cerné, vu par l'ensemble des sénateurs. Et je voudrais dire que plus que jamais, cette Chambre mérite sa place. Ouverte le 13 avril dernier, la session ordinaire 2021 du Sénat s'achèvera 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Voilà, le Sénat vote des lois, contrôle l'action gouvernementale. Autant de missions est dévolues à l'institution. C'était le dossier politique réalisé pour vous par Mama Traoré. Le président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu mardi dernier, a été inhumé aujourd'hui. Le guide suprême de la communauté musulmane repose à jamais au cimetière de Williamsville. Il a été porté en terre dans la stricte intimité familiale ce jeudi après la prière de 13h. Konepaga Soro de Madunji. Grande mosquée de la Riviera Golfe. Il est 13h45 lorsque le cercueil dans lequel se trouve le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, franchit l'entrée de la mosquée. Rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier, des suites d'une insuffisance cardiaque, Cheikh Aïma Traoré Mamadou a eu droit à sa dernière prière, la prière mortuaire, officiée
par l'imam Ali Ouattara. Une fois la prière terminée, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est accompagné au cimetière municipal de Williamsville pour être inhumé dans la stricte intimité familiale. Mais avant, les imams du COSIM, de l'Amsikodis et l'ensemble des prédicateurs ont procédé 5 fois à la lecture du Noble Coran pour intercéder auprès du Tout-Puissant afin qu'il lui accorde sa miséricorde. Cet homme, c'est un exemple de vie, soit au service des autres, que nous venons de perdre. Lecture du Saint-Coran qui s'est faite en présence de sa famille biologique, des membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations de guides religieux venus des pays de la sous-région et des autres pays de l'Afrique. Tous se disent consternés par ce départ brusque et inattendu du président du COSIM. Il a œuvré pour le rapprochement des confessions et surtout pour la paix. Je suis très heureux que toute la communauté soit mobilisée pour lui rendre un hommage mérité. Je retiens de lui un homme affable, un homme qui a su vraiment bâtir le pont pour la cohésion nationale. J'ai eu l'honneur de faire plusieurs voyages avec lui, avec le président de la République, que ce soit à Riyad, à la Mecque. C'est donc une grande tristesse aujourd'hui et beaucoup d'émotions que de le voir nous laisser. Occasion pour sa famille d'exprimer toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, à son gouvernement et aux populations pour leur soutien. C'est le lieu d'adresser des remerciements particuliers à Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour apporter assistance à la famille. La famille me charge également de remercier les imams, tous les membres de la communauté musulmane, chrétienne, pour l'élan de fraternité dont nous avons été confortés. À cette cérémonie de prière pour le repos de l'âme du président du COSIM, le chef de l'État était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Les cérémonies du 7e jour, selon les responsables du COSIM, auront lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe le lundi 19 avril prochain. Adieu, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Que la terre te soit légère. Voilà, départ brusque, inattendu du président du COSIM. Ainsi va la vie. Dans ce deuil, la Côte d'Ivoire se met au travail. Le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, est bien déterminé à relever des défis dans son département. Il a pris officiellement fonction. Il succède à Joseph Seka qui lui a passé la main hier à la Tourdée au cabinet de ce département ministériel. Eugène Atoubi. Assis Jean-Luc, nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable, reçoit les charges de son département ministériel que lui lègue son prédécesseur. Joseph Seka, absent pour raison de maladie selon le service communication du ministère, c'est son directeur de cabinet Kouablan François qui se charge de la lui transmettre. Le collaborateur de l'ex-ministre de l'Environnement et du Développement durable fait vite de relever devant le nouveau titulaire de ce département ministériel les projets majeurs à inscrire dans la continuité. Jean-Luc Assis y accorde de l'intérêt et s'en félicite. Sur le ton de la franchise et du pragmatisme et dans la droite ligne de sa vision, il appelle ses collaborateurs à plus d'engagement et de responsabilité. J'ai besoin de votre technicité, de sorte qu'à partir des problématiques, on puisse vous proposer aussi les solutions pour régler ces problématiques-là. Moi, je me chargerai de mettre les stratégies en place pour mobiliser les ressources pour régler ces problèmes. Jean-Luc Assis compte imprimer sa marque au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ministère dont la mission porte sur la promotion des énergies renouvelables, la lutte contre la déforestation, la mobilisation contre l'érosion côtière et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L'ancien secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, Philippe Légré, a aussi remis les dossiers du département qu'il dirigeait depuis 2019 au ministre des Transports, Amadou Koné. Celui-ci les a transmis au nouveau secrétaire d'État, Célestin Seredo, chargé des affaires maritimes. Il promet d'assurer la poursuite des chantiers. L'enseigne Bakayoko. Avant de quitter définitivement le navire des affaires maritimes, le ministre Philippe Légré a égrené quelques-unes de ses réalisations qui portent essentiellement sur la restructuration administrative de la police maritime ainsi que sur les réformes liées au cadre législatif de l'activité en mer. Ces réalisations ont surtout permis l'équipement en vedette et matériel de télésurveillance, la formation des agents, tout comme l'optimisation des recettes issues des droits de trafic. Ces actes ont pour vocation principale de contribuer au développement du secteur maritime et à améliorer les conditions de vie des agents des affaires maritimes. Désormais assis dans le cockpit, le capitaine Célestin Seredo n'a pas l'intention de changer d'équipage. Je tiens à rassurer l'ensemble du personnel à continuer l'œuvre en vue d'un rayonnement visible des affaires maritimes et portuaires. Le secrétaire d'État aux affaires maritimes, qui navigue sous pavillon du ministre des Transports, entend créer les conditions d'une bonne collaboration avec Amadou Koné, confirmé au poste de ministre des Transports. Celui-ci a déjà son plan de navigation. Nous allons travailler davantage à lutter contre la contrebande dans nos eaux et également à lutter contre l'exploitation abusive des plans d'eau. Pour la réalisation des projets ambitieux liés aux affaires maritimes définis par le ministre des Transports, le nouveau secrétaire d'État Célestin Seredo s'est aussitôt positionné sur les quais, prêt à prendre le large. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, structure sous tutelle de la primature, coordonne entre autres les programmes de développement en s'appuyant sur les techniques de géo-information. La structure a organisé ce matin une rencontre avec ses partenaires pour la présentation des solutions géospatiales aux problèmes de développement et de bonne gouvernance, nous dit Franck Adio. Le Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG affiche son engagement à accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation des objectifs du plan national de développement. Le CNTIG développe donc plusieurs solutions géospatiales qui sont des outils d'aide à la décision et à la bonne gouvernance, des initiatives présentées aux partenaires et à la presse. Au profit des collectivités, nous avons développé des études diagnostiques pour relever au mieux les besoins des régions en matière d'infrastructures socio-économiques. Pour la carte d'emploi, nous avons conduit des travaux de mise à jour de la cartographie dynamique, des interventions et initiatives dans le secteur emploi en Côte d'Ivoire. Au plus fort de la pandémie de la maladie à coronavirus, la plateforme Covid-19 Tracking a été développée par le CNTG et mise à la disposition du ministère de la Santé en réponse à l'appel de la mobilisation. À cela s'ajoute la solution e-commune qui améliore la mobilisation des ressources internes. En 2016, nous avons commencé ce projet. Nous étions à un montant de recettes propres de 22 millions. En 2017 déjà, nous étions à 49 millions de ressources propres. De 2017 jusqu'à ce jour, nous avons des recettes propres de 101 millions de francs. Quand on n'avait pas encore ce projet, les recettes propres se situaient autour de 400 millions par an. On a la taxe forfaitaire, on a l'ODP, la publicité. Mais avec ce projet, la sommation de toutes ces taxes-là, on a autour de 800-900 millions par an. En perspective, le CNTG entend développer cette année d'autres technologies dans le secteur de l'aviation civile. Cette initiative est à encourager et à féliciter, quand nous savons que le développement de l'activité aéroportuaire va contribuer à améliorer la mobilisation des ressources intérieures, l'un des axes prioritaires du PND 2021-2025. En ligne de mire, la 5e édition du Salon international virtuel de la géomatique qui réunira des conférenciers, experts et des professionnels de la géo-information.
Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel visite la Chambre nationale des métiers. Le ministre Félix Anoblé a annoncé 2 grandes décisions. L'audit de la Chambre consulaire et les états généraux de l'artisanat. Son objectif est clair, redynamiser la Chambre des métiers, formaliser l'artisanat et surtout augmenter la construction des métiers à la création de richesses et d'emplois. L'enseignant Bakayoko. Malgré la subvention annuelle de 300 millions de francs CFA allouée à la Chambre des métiers, l'institution consulaire éprouve toujours beaucoup de difficultés à jouer son rôle de mobilisation et d'encadrement des artisans. L'audit annoncé par le ministre Félix Anoblé devrait permettre de cerner les besoins des artisans pour rendre la Chambre des métiers efficace. Vous êtes d'accord avec moi que quand on vous donne quelque chose, si ça n'est pas suffisant, il faut avoir des éléments techniques pour le dire. Nous allons donc lancer l'audit structurel, fonctionnel et financier de la Chambre des métiers pour voir quels sont leurs besoins, comprendre pourquoi les 300 millions qui sont donc alloués à la Chambre des métiers n'est pas suffisant, avoir des éléments pour pouvoir présenter une communication au Conseil des ministres afin de voir améliorer la contribution de l'État à la Chambre des métiers. Cet audit administratif et financier qui va être diligenté dans les semaines à venir représente le premier pas vers les états généraux de l'artisanat ivoirien. Vous savez très bien que l'artisanat, c'est l'un des cœurs de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il regroupe à peu près 245 métiers, et 245 métiers, c'est énorme pour créer suffisamment d'emplois et résorber le chômage dans notre pays. Il est important de savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi nous sommes encore au stade 1. Ces états généraux vont également permettre de connaître le nombre exact des artisans et disposer d'une base de données des animateurs, tout en formalisant un tant soit peu ce secteur pourvoyeur d'emploi. Aujourd'hui, 14 500 artisans sont recensés sur un potentiel de 4 millions. Ils contribuent seulement à 14% de la richesse nationale. Et on reste vigilant, on ne baisse pas du tout la garde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce jeudi 15 avril, on dénombre en Côte d'Ivoire 56 cas positifs sur 2942 échantillons prélevés, 92 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés malheureusement ce jour. 246 cas actifs, 87 267 personnes se sont faites vacciner. À ce jour, faisons-nous vacciner, préservons notre santé et celle des autres et n'oublions pas de respecter les gestes barrières. On accentue la lutte contre ce virus qui fragilise l'humanité depuis plus d'1 an, le coronavirus. Les autorités sanitaires dans notre pays sensibilisent les populations afin qu'elles se fassent vacciner. Après Abidjan, donc, le ministère de la Santé met le cap sur l'intérieur du pays. Le ministre Pierre Demba vient de lancer la campagne de vaccination contre le coronavirus à Yamoussoukro. Kader Sogodogo, le reportage. Esplanade du centre hospitalier régional CHR de Yamoussoukro. Première sortie à l'intérieur du pays pour Pierre Demba dans ses nouveaux habits de ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une sortie pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à l'intérieur du pays. Après Abidjan, le 1er mars dernier, les populations de plusieurs grandes villes du pays ont désormais l'opportunité de se faire vacciner gratuitement. La Côte d'Ivoire se félicite de poursuivre et de renforcer cet engagement mondial de riposte contre la Covid nécessaire pour l'élimination de ce fléau. C'est dans ce contexte que se tient cette cérémonie ce jour, marquant le lancement de la décentralisation officielle de la campagne nationale d'immunisation de la population contre la Covid-19 qui revêt pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture des maladies universelles une importance capitale. Cette campagne de haute portée socio-sanitaire est la manifestation la plus évidente du maintien de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de parvenir à la sécurité sanitaire et à la protection totale de la population avec le concours, bien entendu, de nos partenaires habituels. Tour à tour, chefs traditionnels, guides religieux, forces de défense et de sécurité vont recevoir leur première dose avant de revenir dans un mois. Les autorités locales déjà vaccinées invitent la population à saisir cette aubaine. Il faut se faire vacciner. Monsieur le ministre et moi-même, nous nous sommes fait vacciner.
Donc nous ne vous disons pas de faire quelque chose que nous ne faisons pas. Et j'invite les populations de Yamoussoukro à se faire vacciner massivement. Nous sommes privilégiés parce que nous faisons partie des premières villes en Côte d'Ivoire qui bénéficient de cette décentralisation. Donc à la suite de monsieur le gouverneur, je voulais remercier monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre et surtout le saluer et le féliciter. Yamoussoukro bénéficie de 10 000 doses. Dans ce 20h également, on évoque la coopération transfrontalière, la sécurité et le développement des espaces frontaliers étaient au cœur d'un atelier à Banfoura, au Burkina Faso. C'est une rencontre de concertation entre les autorités administratives des zones frontalières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Clément Boko nous en dit plus sur cette rencontre. Les autorités administratives des régions du Tchologo et du Bonkani en Côte d'Ivoire et les autorités administratives de la région des Cascades et de la région du sud-ouest du Burkina Faso à Banfoura pour une rencontre de concertation. 3 jours de réflexion au cours desquels les administrateurs élaborent un plan d'action pour traiter les questions liées à la situation sécuritaire, à la cohabitation pacifique et au développement des espaces frontaliers. Cette rencontre est arrivée à point nommé dans la mesure où cela va faciliter la fluidité de la circulation des informations entre les 2 États et notamment entre les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre est une initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso en collaboration avec la coopération allemande à travers la GIZ. Nous avons fait le point des problèmes que les chefs de circonscription administrative rencontrent dans leur circonscription au niveau de la gestion de leurs espaces frontaliers. Et nous avons identifié des actions à mener au cours de la période qui court à partir de maintenant. Nous avons demandé la poursuite des patrouilles conjointes à nos 2 frontières, à l'instar de l'opération Komoué qui a été faite par nos 2 armées, pour éviter de créer le terreau facile à l'extrémisme violent et au terrorisme. Les autorités ont suggéré qu'il y ait une grande rencontre sur la problématique du racket et de la libre circulation à nos frontières. C'est le 2e rendez-vous du genre après celui de Ferké en 2017. Il est relatif à l'institutionnalisation des rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou, à la faveur de la 4e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération TAC. Le verdict est tombé en France ce jeudi. La Cour d'assises de Paris requiert la perpétuité à l'encontre des accusés dans l'affaire du bombardement du camp français de Bouaké. Les juges ont rendu leur décision au terme d'environ 3 semaines d'audience. Le mercenaire biélorusse et les 2 officiers ivoiriens sont reconnus coupables d'assassinat et de tentative d'assassinat. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, mais absents au procès, les 3 accusés ne purgeront pas leur peine maintenant. Fin de ce 20h, cultivons la paix sans relâcher. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h.